Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Je suis vraiment bien contente de vous retrouver. Nous allons voir ensemble plusieurs aspects assez intenses en cette fin du mois de mars. Alors le 20 mars, hier a sonné la belle équinoxe du printemps qui signe le début de l'année astrologique avec Mars conjoint à Jupiter en Capricorne. Ensuite, le 23, on a l'entrée de Saturne dans le signe du Verseau, concomitamment à la conjonction Mars-Pluton à 24 degrés du Capricorne. On reste dans ces degrés-là par rapport à ces conjonctions, c'est-à-dire entre 20, 21, 22 degrés pour la grande conjonction Saturne-Pluton, 24 degrés avec Mars-Pluton maintenant. Donc le troisième décan du Capricorne. Puis, la nouvelle lune conjointe à Chiron et la lune noire en Bélier le 24 mars. Puis on aura encore une conjonction importante, Mars-Saturne à 0 degré du Verseau, le 31 mars. Et puis alors, non mais j'oubliais le 4 avril, Jupiter conjoint Pluton. Bon, je vais vous donner pas mal de dates pendant cette chronique et je mettrai en encart à la fin pour que vous puissiez les noter si vous en avez envie. Alors on va commencer tout de suite par le retour de Saturne dans un signe qu'elle a maîtrisé historiquement, le Verseau. Cet aspect est d'importance puisqu'il ne se renouvelle que tous les 29 ans et demi à peu près, à quelques jours près. Il s'agit donc là d'un premier retour de Saturne pour celles et ceux qui sont nés entre février 1991 et janvier 1994. D'un second retour pour celles et ceux qui sont nés entre janvier 62 et mars 64, et bien aussi d'un troisième retour pour celles et ceux qui sont nés entre février 1932 et février 1935. Pour l'astrologie, le premier retour de Saturne marque l'entrée dans l'âge adulte, c'est-à-dire entre 27 et 32 ans. Je compte large parce que ce transit de Saturne suit le troisième retour de la Lune noire qui marque également une séparation, une autonomie. C'est l'âge de la gestion des responsabilités professionnelles, de ses valeurs, un mariage ou un contrat avec un partenaire de vie qui va compter, la naissance d'un enfant, l'élaboration de son propre foyer, etc. C'est un âge où on va être confronté aux responsabilités qu'engendrent nos actes, notre parole et notre pensée. C'est toujours un cap un peu compliqué où la société nous demande des comptes directement et nous nous retrouvons seuls pour y répondre. On quitte l'enfance, l'insouciance et notre désinvolture est passée au crible. Certaines d'entre nous ont été un peu plus vite, ont déjà des enfants, un foyer, un métier, un mariage et ce premier retour de Saturne relève tout ce qui ne fonctionne pas dans notre vie. C'est un check-up un petit peu cruel parce qu'on quitte un état, un monde, pour en investiguer un autre et que l'être humain, par nature, s'accroche, même si nous avons tout à gagner à lâcher prise. Pour ce premier retour de Saturne, je conseille toujours de se rapprocher d'une spiritualité qui apaise, qui aide à la transition. C'est l'ouverture à une forme de réflexion qui s'avérera être notre meilleur ami, notre meilleur allié lors du troisième retour de Saturne. Alors le second, il a lieu entre 58 et 60 ans. C'est peut-être plus gratifiant dans l'ordre où on n'a pas esquivé nos obligations, nos charges des 30 dernières années, où l'on s'est posé les bonnes questions, où on a fait les transformations personnelles nécessaires à notre évolution. Et la vie vient à nouveau frapper à la porte de notre individualité. Quels sont mes plans pour les 30 prochaines années ? Et si je n'ai pas eu d'enfant, de carrière, de maison, il se peut que ce soit des domaines que j'ai besoin d'investir aujourd'hui avec une autre façon d'y réfléchir, d'autant qu'avec Saturne, on construit. Il se peut aussi que j'ai connu des deuils, des séparations, des changements de carrière, notamment pendant les carrés ou les oppositions de Saturne par exemple, et qu'aujourd'hui j'ai l'humilité de concevoir que je ne contrôle finalement pas grand-chose à part moi-même. Et cette réalisation me permet d'être davantage à l'écoute de ce que je veux faire et aussi, très important, de faire attention à ma santé, à mon corps et la façon dont je le traite. Attention de ne pas se laisser aller à la négativité, à l'amertume, au regret. Nous ne sommes plus jeunes, mais nous ne sommes certainement pas morts. Et le chapitre qui s'annonce est tout aussi passionnant, sinon plus, que les précédents. Il peut aussi s'agir aujourd'hui d'une véritable sensation de réussite de vie,
d'élévation, d'une concrétisation de carrière ou familiale d'ailleurs. C'est un âge où l'on devient la matriarche, le patriarche, une aînée plus sage qui transmet de bons conseils à ses enfants, qui est un jeune grand-parent protecteur, qui est un tuteur, qui est une verticalité vers laquelle on peut lever les yeux avec admiration. Le troisième retour correspond à nos 86, nos 88 ans. Nous sommes donc plus contemplatifs, plus silencieux, plus lents, mais plus sages aussi. Si l'on s'est défait de ses doutes et de ses peurs, alors on peut laisser un héritage duquel notre entourage proche peut apprendre et grandir en intelligence. Notre corps, que l'on va bientôt quitter, nous demande toute notre attention et c'est l'ultime lâcher-prise de notre existence. Au niveau du corps, c'est saturnien, c'est-à-dire nos dents, toute notre ossature, nos genoux, notre peau. L'ouïe aussi est devenue fragile. Si vous avez un Saturne très fort dans votre thème, par exemple un Soleil conjoint à Saturne, ce sont des situations que vous connaissez de toute façon toute votre vie. Donc au troisième retour de Saturne, nous avons besoin de l'aide d'autrui au quotidien, pas forcément parce qu'on est malade d'ailleurs, mais parce que le monde continue d'aller au rythme enlevé que nous n'avons plus et que les usages, les rituels sociaux nous semblent finalement bien dérisoires et la vanité nous a quittés. Ou alors, il existe un autre scénario, on s'accroche coûte que coûte aux anciens schémas comportementaux en allant jusqu'à déployer des obsessions, une paranoïa, parfois une rancœur, une aversion contre sa descendance. Ici, il faut comprendre que c'est vraiment la peur de lâcher prise et l'idée que l'on peut encore contrôler l'autre après la mort, ce qui n'est pas tout à fait faux. Certains scénarios post-mortem créent des cataclysmes familiaux effarants. On a celui qui part s'imagine qu'il va pouvoir revenir en tant que fantôme et celui qui reste va nourrir ce fantôme à son tour. Il faut être en binôme pour ce genre de dynamique. Alors, on ne peut pas accabler un descendant qui s'est extrait du karma. C'est le principe de la malédiction, si bien dramatisé par Shakespeare et que l'on trouve dans tous les chapitres de la mythologie grecque. Ce qui m'amène au transit de Saturne en Verseau et le carré qu'il va faire à Uranus en Taureau du 23 mars au 2 juillet. Entre parenthèses, ce carré va croiser l'entrée de Mars en Bélier le 29 juin, donc on quitte une tension pour entrer immédiatement dans une autre. On va voir tout ça. Pour mieux comprendre, on va commencer par un portrait mythologique d'Uranus et de Saturne. Alors, dans le prodrome de la théogonie d'Hésiode, on apprend qu'il y a d'abord le chaos, duquel vient Gaïa, notre Terre, la grande mère. Et c'est tout à fait intéressant cette analyse qui fait du féminin sacré la seule issue au chaos. On y reviendra. Presque concomitamment vient Éros, l'amour, et Tartare, les enfers. Gaïa engendre seule Ouranos, égale à elle-même et qui peut la couvrir tout entière. Éros, lui, n'aura pas de descendant, mais c'est parce qu'il existe que les autres peuvent engendrer. Ainsi apparaissent aussi Nyx la nuit, Éreb le jour, Pontos la personnification mâle de la mer. Donc on a tous les personnages, c'est-à-dire les divinités primordiales, le décor est planté, le drame peut commencer. Mais alors, quel est donc ce drame ? En fait, rien ne sépare Ouranos de Gaïa. Il existe une sorte de fusion entre les deux. Ce fils amant comble Gaïa de façon continue, et de cette union permanente naissent les Titanides et les Titans, dont le Benjamin, cette place est chronologiquement importante, est Chronos Saturne. Saturne. Il y a d'autres créatures, il y a des géants avec 100 bras, les hécatonchires et puis des cyclopes. Pour celles et ceux qui aiment la mythologie mais qui seraient un petit peu hésitantes à ouvrir les métamorphoses d'Ovide ou la théogonie d'Hésiode, je vous conseille Les Grands Mythes. C'est une série qui est produite par Arte et que vous pouvez retrouver sur YouTube. C'est une vraie réussite à tous les points de vue, cette série. Sinon, en ces temps de confinement, ouvrez ces livres que je viens de citer. Vous ne le regretterez absolument pas, ils sont passionnants. Alors on revient à notre histoire. Donc, Ouranos féconde Gaïa constamment, mais il empêche ses enfants de sortir du ventre de la grande mère.
On trouve ici le principe du plaisir insatiable, de la consommation, de ce qui est offert sans se préoccuper des conséquences. C'est un peu la parabole. Enfin, ça peut difficilement être plus moderne que ce qu'on vit en ce moment. C'est vrai que Uranus, d'autre part, n'a pas du tout la fibre paternelle. Il veut rester le préféré aux yeux de Gaïa et qu'elle n'aime que lui. Il a peur que ses enfants lui prennent sa place et son pouvoir. Ouranos reste donc totalement collé à Gaïa, ne laissant aucun espace qui permette aux enfants de sortir. Cette situation est devenue intolérable à la Terre, à Gaïa, dont le ventre gonflé de créatures en pleine forme fait atrocement mal. Elle a finalement l'idée de demander à ses enfants s'il y en a un qui pourrait les débarrasser de ce père indigne. Et le seul qui répond présent à cette requête, je vous le donne en mille, c'est Saturne, Cronos donc. Alors, si vous vous attendez à un duel en bonne et due forme, vous allez être déçus. Gaïa fabrique une faucille en métal dans son ventre qu'elle donne à Cronos, Saturne, et lorsque Ouranos s'apprête à encore pénétrer Gaïa, Cronos surgit de derrière un rocher, saisit le sexe d'Ouranos de sa main gauche, le tranche avec sa faucille et le jette dans la mer. Sous la très violente douleur, Uranus s'arrache pour toujours de Gaïa. L'histoire peut enfin commencer. Est-ce que vous voyez notre carré Saturne-Uranus se dessiner là ? Uranus est en Taureau en ce moment, on est donc dans une situation Ouranos-Gaïa. Et Saturne qui entre en Verseau est quasi allégorique à Cronos derrière son rocher. Bon. La castration marque la fin du monde ouranien, de la fusion, la fin de la fusion, du mélange des genres. Maintenant, les places de chacun sont définies. La terre, la mer, le féminin d'un côté, le ciel, le père, le masculin d'un autre. Je continue alors. De la blessure d'Ouranos coule du sang qui pénètre Gaïa et qui donnera naissance aux Érini. Alors les Érini, elles sont appelées les Furies pour les Romains. Je pense que ça vous dira un peu plus ce mot-là que Érini. Elle s'appelle Mégère, ça on sait tous à peu près, on connaît tous à peu près ce prénom. Elle s'appelle Mégère, Alecto et Disiphone. Les Érini sont destinées à punir les crimes dans les familles. Elles sont les personnifications des malédictions qui poursuivent l'auteur d'un crime ou de sa descendance de leur vivant. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de circonstances atténuantes, on est dans la vengeance pure et simple. Les Érini vont hanter les nuits de Cronos pendant un bon moment. Elles réapparaissent, vous vous en doutez, à de nombreuses occasions dans la mythologie. Mais il y a une autre créature née de cet acte qui nous intéresse. En effet, Saturne, c'est le même, on est bien d'accord. Donc Cronos jette les bourses de son père dans les vagues de la mer. On reste encore dans une symbolique très chargée, et de l'écume des vagues sort Aphrodite Vénus, déesse absolue de l'amour. Voilà donc la haine et l'amour parmi nous. C'est un peu comme on trouve, après les guerres, des bourreaux qui s'auto-proclament justiciers et exécutent ici et là des vengeances, mais c'est aussi l'avènement d'une nouvelle génération de bébés conçus pendant les conflits. Alors de quelle façon ce récit nous explique-t-il la vibration Saturne-Uranus ? Eh bien, Saturne amène tout simplement une chute, un retrait, un arrêt brutal, un frein incontournable à notre liberté d'action. Ce carré va redéfinir les places et les devoirs de tout le monde. C'est la fin de l'élan insouciant, égoïste, capitaliste des avancées humaines dans la technologie depuis 200 ans. La technologie au sens très large, au sens prométhéen. Alors ça parle de l'aviation, des compagnies aériennes, les fusées, les moteurs, les voitures, les trains, les chars, les camions, les bus. Bon. On peut être aussi victime de tremblements de terre, de glissements de terrain, d'avalanches. On peut traverser des précipitations de grêle, voire de neige. Saturne, c'est le froid. Notre sous-sol qui se dérobe, nos maisons qui se lézardent. Bon, on ne pourra pas y faire grand-chose parce qu'il y aura cette immobilité générale. Ce carré parle également des maisons de retraite. Donc là, il faut être vraiment attentif à ce qui s'y passe pour pouvoir être réactif le plus rapidement possible. Des hôtels, des chalets en montagne, des stations de ski. Tout ce qui concerne Saturne doit être pris en compte. Alors, d'autres domaines sont
bien évidemment concernés. L'électricité dans l'espace, donc la téléphonie, Internet, l'informatique, les écrans, les portables, nos adresses mail, même les services de livraison à domicile vont connaître aussi des épisodes un petit peu compliqués. Je veux juste ajouter quelque chose d'important à cette information. Tout ce qu'on va vivre avec ce carré, qui dure jusqu'en janvier 2023, va être totalement transformé quand Pluton va entrer en Verseau à son tour. Et il y entre précisément en janvier 2023. C'est très important de prendre cela en compte parce que on a besoin de réfléchir à notre façon de communiquer dans les années qui viennent. Uranus en Taureau, il faut évoquer Vénus qui gère aussi les finances, et ce carré, on l'a vu, il amène cette crise financière mondiale. Mais ça, on l'avait déjà anticipé avec la conjonction Saturne-Pluton. Ce carré nous met juste devant des problèmes qui ont fait leur temps. Cela ne sert donc à rien d'attendre qu'il passe pour reprendre sa vie d'avant. Sa vie d'avant ne reviendra pas. Il faut s'intéresser aux solutions et à une autre façon de vivre en harmonie avec notre environnement, c'est-à-dire avec Gaïa. Ce carré de Saturne en Verseau à Uranus en Taureau marque aussi très clairement une méfiance, voire une révolte contre la politique, les politiciens, les gouvernements, Saturne, les ministres, Uranus. Cela va être un très grand ménage, une réorganisation du vivre ensemble. Sans doute emmené d'ailleurs par une génération plus jeune, je pense à la génération des enfants nés à partir de 1991. Il y a donc ici la chute, l'écroulement de gouvernements, de partis politiques, de sociétés. Ce sont les seniors qui sont les plus vulnérables, Saturne. Il faut pourtant prendre soin de cette population, prendre soin de ses parents, de ses grands-parents, justement pour comprendre sa propre histoire et en commencer une autre, la sienne. On ne peut pas établir de nouveaux systèmes si l'on ignore de quoi on part. Donc il existe un affrontement entre le traditionnel, le vieux monde rigide qui résiste au changement, et une réflexion plus progressiste, plus écologique, plus égalitaire, Uranus, de mettre la science au service de la planète et de l'humanité toute entière. Certains craignent de perdre leur pouvoir, leur place, et oui, Uranos et sa frayeur de ne plus être le premier pour Gaïa. Lorsque Chronos-Saturne sera passé, plus rien ne sera comme avant, les places de chacun vont être redistribuées et redéfinies. Gardez en tête quand même que Saturne-Chronos va lui-même concevoir une paranoïa en ce qui concerne sa propre progéniture, se dire qu'il n'est pas à l'abri d'un fils comme lui-même, et avaler les enfants qu'il aura avec Héra, jusqu'à ce que cette dernière protège le petit dernier, Zeus, en le cachant dans un abri qu'aura créé Gaïa, sa grande-mère, notre grande-mère à tous. Ce qui est très intéressant, c'est qu'après plusieurs guerres, d'ailleurs des guerres épouvantables, et la défaite finale de Chronos-Saturne, Jupiter-Zeus ne précipitera pas Saturne dans le Tartare, mais lui permettra de se retirer sur l'île des Bienheureux où les habitants sont délivrés des besoins terrestres et se consacrent à la méditation, à la contemplation en parfaite harmonie. Alors, évidemment, nos structures, nos gouvernements ne vont pas tomber toutes seules dans un trou ou s'effondrer par l'opération du Saint-Esprit. Nous avons vu dans la chronique sur Mars, qui va passer 6 mois en bélier de juillet 20 à janvier 21, que l'ambiance va être à la mode des revendications physiques. Mais avant ça, dans les jours qui viennent, Mars va amener son inexorable énergie à son père, à son grand-père et à son oncle Pluton. Ce stellium en Capricorne est extrêmement puissant et donne à tous beaucoup d'ingéniosité pendant cette période de ralenti. Profitons-en. On va donc utiliser l'énergie de la nouvelle lune en bélier, qui marque un nouveau cycle, pour réfléchir à ce que l'on veut de notre vie. Alors, cette nouvelle lune est à 4 degrés 12 minutes du bélier, elle est conjointe à Chiron et à la lune noire en carré
et elle est en carré au nœud lunaire. Elle est en semi-sextile à Mercure, en semi-carré à Vénus, en sextile à Saturne et en semi-sextile à Uranus. Plus qu'un nouveau départ, cette première nouvelle lune de l'année astrologique s'inscrit dans un potentiel d'intention pour les 12 prochains mois. Que voulez-vous créer pour vous-même cette année? Quel est le domaine sur lequel je dois me concentrer pour évoluer? Conjoint à Chiron, c'est plus que jamais le moment d'être à l'écoute de son identité, de son désir de vivre en tant qu'individu. Le monde change et où va être ma place dans cette nouvelle figuration? Quel est mon apport personnel à cette révolution? L'axe Cancer-Capricorne est encore nettoyé par les nœuds lunaires jusqu'au mois de juin, passant au Karcher les anciens comportements qui ne marchent plus. Très bien, mais je veux faire partie de celles et ceux qui vont construire le nouveau monde et établir de nouvelles règles, une autre manière de communiquer, d'être ensemble, de respecter cette planète qui nous donne tout pour vivre, mais qui peut aussi nous éradiquer de son sol avec des créatures microscopiques. On est comme des nouveau-nés en quelque sorte, et c'est bien en ce moment d'être attentif et humble, parce que tout ce qui se passe autour de nous, cette nature qui reprend ses droits, nous indique la voie à suivre. Chiron ici est comme un pont vers qui nous sommes profondément et notre habilité à surmonter la peur, la haine, la douleur. De comprendre que notre vulnérabilité est aussi notre force et qu'il existe dans cette conjonction exacte, le 25 mars, une compréhension de nos épreuves et leur guérison. On peut trouver un apaisement à sa colère, à sa culpabilité, à son impatience. La question de notre identité va se poser toute l'année de toute façon pour chacun d'entre nous. Le Bélier est une énergie masculine, une énergie de commencement, une initiation nouvelle. Il est alors possible que l'on soit blessé à un niveau que l'on pensait inaccessible, comme tomber malade soi-même bien sûr, ou perdre un être aimé, avoir son quotidien complètement renversé par la situation. On va devoir trouver des mots pour exprimer cette peine, se forcer à les trouver en tout cas, pour se comprendre soi. On aura plus d'empathie et de compréhension de la douleur de nos proches. Le carré que la nouvelle lune en Bélier fait au nœud lunaire, Cancer, Capricorne, peut rouvrir des blessures liées à l'enfance, à nos parents, et alors le refrain de la peur, de l'aliénation, du rejet, du manque, avec la lune noire bien sûr. Une victimisation tourne en boucle dans notre tête et nous pourrions nous en prendre aux autres ou à nous-mêmes. Bon. Dans l'ordre du possible, faites très attention à ce refrain, car si vous êtes attentif, vous pouvez l'interrompre. La nouvelle lune conjointe à Chiron propose justement une guérison à travers un nouveau langage intérieur. On aura le courage d'être qui on est vraiment. Alors, le maître de cette nouvelle lune en Bélier, Mars, qui est vraiment comme une superstar cette année, donc Mars, on l'a vu, conjoint à Pluton, va passer par la transformation radicale de sa façon de penser, enfin surtout sa façon d'agir. Moi, je vois ça positivement, mais il faut garder à l'œil la vibration excessive liée à cette conjonction et donc des courants extrêmes, radicaux, nationalistes, etc. À chaque fois qu'une planète croise Pluton, Pluton transforme l'énergie de la planète dans le domaine qu'elle transite. Ici, en Capricorne, c'est-à-dire la structure de nos sociétés. Dans le bon sens, on va aller à la réalisation de notre rêve, de notre ambition, comment nous faisons évoluer notre carrière et avoir la patience, la persévérance avec Saturne de se battre pour exprimer l'identité de notre désir. Ça contrebalance d'ailleurs assez bien en intelligence, en sens des responsabilités, le côté immature de la nouvelle lune en Bélier. On va rester concentré et efficace sur ce qui nous demande d'être solutionné, trouver de l'aide parmi les seniors et être plus pédagogue avec les plus jeunes. Le 31 mars, quand la planète Mars sera conjointe à Saturne, bon là, il va y avoir une analyse plus poussée de la situation. Soyez exceptionnellement attentive aux décisions que vous prenez et aux choix que vous faites. N'oubliez pas que Mars entre en Bélier fin juin et qu'il va faire un carré à Pluton en Capricorne. Il va donc falloir vous battre pour ces choix. Alors,
Où est le bélier dans votre thème? Avez-vous des planètes à 4 degrés du bélier ou l'un des autres signes cardinaux, c'est-à-dire Cancer, Capricorne, Balance? D'autres points sensibles sont les derniers décans des Capricornes, bien sûr, le premier décan du Verseau. De toute façon, tout le monde est concerné. Voilà, cette chronique était un peu longue, mais le programme, on l'a vu, est très chargé. En ces temps de confinement, j'ai décidé de renouveler les 30% que j'avais fait après que nous ayons passé la barre des 2000 astrolosophistes. Donc à partir du 23 mars et jusqu'au 9 avril, les consultations seront moins chères. Je voulais dire aussi aux abonnés qui m'ont déjà consulté que je leur réserve une réduction plus importante. Voilà mes chers amis, donnons-nous du courage dans cette épreuve, apportons-nous soutien et attention que nous puissions nous révéler le meilleur de nous-mêmes, comme nous sommes capables, comme nous sommes absolument capables de le faire. Je vous dis à bientôt sur Astrolosophie Café.